palette de hockey là, une quinzaine de centimètres de diamètre noir avec des pitons dessus qu'on voit parfois, surtout dans les locaux là, de réunions, de visioconférences. Ben, c'est un micro qui va être capable de nous transmettre, parce que c'est un haut-parleur, donc ceux qui sont sur Zoom, qui veulent prendre la parole, mais tout le groupe va l'entendre parce que c'est un haut-parleur qui est quand même assez puissant. Et inversement, c'est un microphone aussi, donc il y a une bonne capacité de capter le son. Donc, et la narration de l'enseignant, son animation et les questions des élèves en présence vont être transmises dans le Zoom. Donc, pratico-pratique, voilà ce que c'est. Finalement, ça s'apparente peut-être plus à un cours en présence filmé qu'à un cours à distance. Donc, on est vraiment on n'est pas tout à fait sur le mode avec lequel on s'est fait la main, euh, mais ça présente des avantages. Quelques défis pédagogiques d'abord, on peut les faire apparaître, Annie-Claude. Donc, 3 défis pédagogiques qu'il faut considérer. Euh, ben, d'abord, s'approprier le dispositif, autant pour les élèves que pour les profs. Pas parce que travailler avec Zoom ou avec les webcams, on n'est pas habitué, c'est vraiment le fait de le faire en simultané qui peut poser problème. On l'avait vécu, ben, peut-être que Frédéric voudra nous en partager plus tard, mais euh, une des grandes difficultés quand on se lance là-dedans, c'est qu'il faut consciemment penser à animer notre classe en présence qui va capter toute notre attention, mais aussi garder une veille sur notre ordinateur avec le chat, les mains levées, les réactions des élèves à distance, ne serait-ce que penser à balayer du regard la caméra pour qu'il y ait un sentiment de présence. Donc, s'approprier tout ça, ça prend un moment, ça prend un temps. Éviter le décrochage des élèves à distance, bon, ça va être lié à ce défi pédagogique-là. Puis il y a toute une notion aussi de garantir l'équité entre les élèves en présence et à distance. Garantir, c'est peut-être un mot fort, mais il faut essayer de déployer à tout le moins certains efforts supplémentaires pour s'assurer que ceux à distance, ben, il y ait quelque chose d'équivalent à ceux en présence, parce qu'évidemment, c'est notre groupe devant nous qui va canaliser notre attention, c'est normal, c'est naturel. Donc, ça implique, on va revenir avec des considérations techniques, des conseils plus précis, mais de peut-être prendre le temps de se pratiquer à l'avance pour animer ce type d'enseignement-là, mais aussi intégrer l'idée que c'est un enseignement qui va avoir un rythme plus lent. C'est normal. Il y a des écueils à voir, il y a des moments de battement pour garder un coup d'œil sur l'ordinateur qu'il faut prévoir. Euh, oui, on arrivait sur les contraintes plus techniques. Donc, du côté des défis techniques, il y en a très précis quand même qui sont liés aux équipements. Du côté de la qualité de l'image, la qualité visuelle de la captation vidéo et de la qualité sonore, c'est lié au choix des équipements que le Cégep a pris pour nous équiper pour ce type d'enseignement-là. Il y a différentes considérations, là, mais notamment si on pense à la classe au E404, la salle presque avec les tables semi-circulaires à la bibliothèque. Il y a beaucoup d'équipements qui servent au commodal. C'est une salle qui appartient à la formation continue. Mais c'est très cher de s'équiper comme ça. Et qu'est-ce qu'on ferait de tout ça après le COVID? Il y a cette question-là qui nous a amené à imaginer de l'équipement commodal de base. Mais aussi, plus qu'on s'équipe avec de la haute technologie, j'ai envie de dire, plus ça peut être difficile pour l'animateur, l'enseignant de s'approprier ce matériel-là. Donc, en gardant un zoom avec un poste informatique de base, une caméra de base et juste un petit Jabra qui est facile à pratico-pratique, là, qui est quand même facile à s'approprier, on limite un peu les inconvénients là, de devoir encore intégrer des nouveaux outils. Et là, j'ai envie d'inviter nos animateurs en présence à nous faire vivre un peu justement ce que c'est pour voir plus précisément quelles sont ces contraintes techniques-là de la classe comodale comme elle est en train de s'aménager au Cégep. Donc, il faut toujours commencer par activer le micro si on veut parler. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Là, moi, présentement, vous m'entendez en classe. Je suis dans le même local que Geneviève à l'arrière. Donc, ça vous donne une idée du son, de la qualité sonore qu'on peut avoir avec un Jabra dans une classe où il n'y a pas de bruit. Il faut toujours se rappeler que présentement, il n'y a pas de bruit. Je fais juste de bouger mon bureau, bouger ma chaise. Vous allez voir que si on était 5-6 à tousser, renifler, bouger notre chaise en même temps, ça devient vite assez dur d'entendre, de comprendre. Puis, c'est quand même important de le remarquer. Et petite remarque, ce que Jérôme vient de vous dire pour l'équipement, il y a une autre réalité aussi pour la raison pour laquelle on a choisi ce type d'équipement-là. C'est parce que pour aller avec des équipements, on va dire de haute qualité, ça implique l'installation qui vient avec. De fournir une trentaine de locaux, d'installer les caméras au plafond, les systèmes audio, de tout préparer ça. On n'aurait pas pu
en contrainte par rapport au temps, avoir tous les locaux de prêt pour le début janvier. Donc, on s'est assuré d'avoir un équipement qui est facile à installer, à positionner, à ajuster pour qu'on puisse donner nos cours rapidement. Donc, je te laisse la parole. Merci. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, parfait. Donc, il y a des aspects techniques de la classe comodale qu'il faut considérer avant le cours, c'est-à-dire quand on va planifier notre enseignement. Une des premières choses à faire, c'est que tantôt, on parlait du souci d'équité entre les étudiants qui sont en présence et ceux à distance. Donc, il faut s'assurer d'adapter. Excusez-moi, mon truc ne fonctionne pas. Adapter le matériel pédagogique. Puis il faut qu'il soit utilisable tant à distance qu'en présence et il faut aussi qu'il soit disponible avant le cours. Une autre chose qu'on vous conseille, c'est d'essayer de centraliser les documents utilisés dans le cours pour éviter d'avoir à vous promener entre les différents documents parce que vous allez voir, tantôt on va vous montrer l'installation, ça devient rapidement exigeant là, pour l'enseignant de gérer les élèves qui sont en présence, les deux écrans. Là, présentement, moi, je gère une présentation, mais normalement, on n'aurait pas, mais le tableau, le partage d'écran, puis tout ça. Donc, on essaye de centraliser le plus possible. C'est aussi parce que quand on enseigne à distance, hein, on le sait, le rythme est plus lent, puis il y a souvent des temps morts, donc ça permet là, de les éviter le plus possible. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser une présentation PowerPoint avec un volume électronique que vous projetez aussi à l'écran puis que vous promenez entre les deux, puis là, imaginons que vous voulez faire une activité collaborative aux étudiants dans un Google Doc. Vous voyez, ça devient comme 3 documents à gérer. Là, ça fait beaucoup de manipulation là, pour l'enseignant. C'est un petit peu trop intense. Ensuite, les activités d'apprentissage doivent être adaptées au mode comodal. Vous allez voir tantôt, Jérôme et Annie-Claude vont vous en parler. Là, on a réfléchi un petit peu à qu'est-ce qui était possible de faire ou pas. Puis, il y a des scénarios qui sont un petit peu plus difficilement applicables en raison des contraintes de son et d'image. Tantôt, on va faire des tests, Marcel et moi, pour vous le faire vivre. Puis ensuite, on le disait tantôt, il faut réfléchir aux modalités d'accès à la classe en présence. Ça revient à l'enseignant là, de réfléchir à ces modalités-là. Puis, on a quelques questions là, pour guider vos décisions à ce sujet-là. Premièrement, est-ce que la présence elle est prescrite? Est-ce qu'il y a des cas particuliers d'élèves présentement? Est-ce qu'il y en a qui sont en isolement? Est-ce qu'il y en a qui ont la COVID? Est-ce qu'il y en a qui sont à 3 heures de route puis qui ont d'autres cours entre-temps puis qui ne peuvent pas se déplacer au cégep? À tout moment, un étudiant pourrait décider de refuser d'être en présence. On ne peut pas l'obliger, à moins que ce soit vraiment là, dans les contraintes de votre cours. Dans le cas où, justement, la présence elle est prescrite, on disait tout à l'heure, dans les locaux, souvent, on ne pourra pas accueillir votre groupe complet. Donc, comment est-ce qu'on prévoit faire la rotation entre les étudiants? Si jamais la présence de l'étudiant est facultative, mais souhaitable, est-ce que le prof va demander aux élèves de s'inscrire? Est-ce qu'il va avoir un Google Form pour valider qu'il y a assez de place pour tout le monde? Bon, tu sais, il y a comme tout ce questionnement-là à avoir avant le premier cours là, pour pouvoir le présenter justement là, aux élèves. Puis la première chose à faire, puis à ne pas oublier, c'est de valider dans le local qui vous est attribué, vous avez combien de places? Parce que s'il y en a 12, ce n'est pas la même chose que s'il y en a 20. Donc, première chose à faire. Ensuite, on va y aller avec les considérations techniques. Donc, tout juste avant votre cours, c'est important de vous approprier les équipements en place, que je n'ai pas trop eu l'occasion de faire. Vous voyez, ce matin, moi, je suis arrivée, on a fait les tests. Le son n'était pas sur le Jabra. Le son sortait sur le projecteur. Puis moi, quand je parlais, c'était sur la caméra. Donc, c'est un petit peu désagréable. Puis aussi, ça fait en sorte qu'on n'aurait pas bien entendu les étudiants qui sont sur place. Donc là, c'est des petites technicalités qu'il faut faire avant le cours et non pendant le cours. Donc là, Marcel va venir vous montrer avec son téléphone, on va mettre nos masques, comment on est installé dans ces locaux-là. Marcel? Oui. OK. Puis en attendant, Jérôme, tu peux épingler ma caméra pour la mettre en priorité de mon cellulaire. Jean. OK.
voyais pas. Là, je suis en train de mettre mon masque à une main en tenant mon téléphone. Voilà. Donc, vous voyez, la majorité des locaux vont être installés de la même façon. Ceux et celles qui l'ont déjà fait, qui ont déjà fait des rencontres à distance à partir de l'école, ont déjà eu le même principe. Donc, une petite caméra, le modèle va varier selon l'endroit ou le local où vous êtes. Les deux écrans et l'écran principal, dans ce cas-ci, c'est l'écran de droite, c'est celle qui est projetée sur le projecteur en classe. Donc, pour certaines d'entre vous, lorsque vous allez démarrer une présentation PowerPoint, c'est possible qu'elle s'affiche en plein écran sur l'autre écran. Ce que vous allez devoir faire, c'est indiquer dans quel écran vous voulez que la fameuse fenêtre apparaisse. Ah, mais c'est plus loin, on l'a. Oui, on va le montrer. OK, super. Donc, l'important ici pour vous, ça va être de placer les personnes qui sont dans la rencontre sur votre écran secondaire pour pouvoir voir les gens sur Zoom en tout temps, et ce que vous faites en classe et qui va être partagé sur l'écran principal, l'écran de droite. Donc, ça va se projeter à l'écran pour les élèves en classe et ça va être partagé aussi pour les élèves à distance dans Zoom. Marcel, j'aimerais mentionner quelque chose. On a un message ici dans le clavardage qui nous dit qu'on t'entend mal quand tu t'éloignes et qu'on ne voit pas ta tête. Oui, là, on ne voit pas ma tête parce qu'on a configuré, vous voyez, voilà, pour Geneviève. La caméra peut être ajustée, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez l'ajuster selon votre hauteur. Moi, je peux vous garantir que je la monte si c'est moi qui enseigne parce que là, je commence déjà à avoir les cuisses qui chauffent. Donc, je ne resterai pas en position squat pendant 1 heure pour donner mon cours. On va reparler tantôt du positionnement de la caméra puis vous donner quelques petits trucs justement pour l'utilisation du tableau. Vous voyez entre autres qu'il y a des néons. On voit les néons, la lumière du plafond. Donc, on a un peu une petite gestion à faire qui est quand même très simple, mais on le fait. On s'assure de prendre contrôle de notre environnement avant de démarrer le cours. Puis ensuite, on va être capable de l'utiliser de façon assez simple. Donc, je retourne m'asseoir à l'arrière. Puis, je laisse Geneviève poursuivre. Donc, d'ailleurs, le prochain point, c'était... oups, je ne sais pas pourquoi ça... C'est moi qui l'ai arrêté, Geneviève. C'était pour essayer de faciliter l'affichage, parce que plusieurs avaient du mal à voir l'écran. Donc, tu pourras le recommencer. Fait que vous voyez que c'est parfaitement cadré pour moi, là, la caméra présentement. Je peux même m'avancer un peu et on perd juste un petit peu ma tête. Donc, c'est ça, valider le champ de couverture de la caméra du tableau. C'était le prochain point. Vous voyez que la caméra, on peut la bouger. Là, si jamais vous ne voulez pas qu'on voit la bordure ici, bien, vous pouvez jouer. Là, par exemple, si je la passe comme ça, bien là, je pourrais la monter un petit peu, mais là, on voit le haut. Fait que c'est vraiment selon votre utilisation là, du tableau que vous allez la placer. Fait que c'est pour ça qu'on disait, avant le cours, il faut que vous appropriez les équipements qui sont dans le local qui vous est attribué. Donc, petite astuce, ce serait de tracer un trait pour valider le champ quand vous écrivez au tableau. Là, moi, ça va quand même bien parce qu'on voit presque le tableau en entier. Mais si j'écris ici, bien là, vous voyez, je suis sortie du champ, je suis en train d'écrire, mais vous ne voyez pas. Donc, ce que vous pourriez faire au début du cours, c'est venir vous tracer un trait pour... bien là, je ne suis pas dedans, là. Vous voyez que je ne l'ai pas fait, je ne suis pas une bonne élève. Vous pouvez venir vous le mettre comme ça, vous ne débordez pas, puis on s'assure de rester dans le champ du tableau. Deuxième chose, assurez-vous de toujours faire la mise à jour sur Zoom pour avoir toutes les fonctionnalités. Puis si jamais vous êtes dans un local où c'est une tour, bien, vous assurez que la mise à jour Zoom est faite sur cet ordinateur-là. Bon, prévoir un temps pour accueillir les élèves, parce que là, vous avez les élèves en présence à accueillir à la porte, puis les élèves à distance à accueillir aussi. Puis là, je porte votre attention, pour moi, en tout cas, c'est le point le plus important, informer les élèves du mode de fonctionnement et des règles. C'est vraiment important là, que tous les élèves soient au courant de comment vous allez fonctionner, comment vous allez gérer la classe, c'est quoi les règles, puis ils doivent y adhérer parce qu'un seul petit son dans la classe peut faire en sorte que l'expérience des enseignants, pas des enseignants, des élèves à distance devient un petit peu plus plate. Il faut s'assurer que ceux en présence soient bien conscients de ça. L'autre chose, si par exemple, quand vous enseignez, qu'il y a un étudiant qui arrive en Je
me suis assis au premier rang juste pour vous faire remarquer que si je fais des petits bruits, du petit tapotage, vous allez l'entendre. Là, je fais juste de taper avec mon ongle sur le bureau, puis je suis sûr que vous entendez du son de l'autre côté. C'est ça. Puis là, le Jabra a de la difficulté à comprendre, à s'ajuster, voir quel est le son le plus important. Donc, vous voyez, ça peut facilement devenir désagréable pour les étudiants qui sont habitués. Si vous avez quelqu'un qui tousse, envoyez-le à l'arrière. Ou peut-être en isolement à la maison, mais bon. Oui, aussi. Donc, je disais, je pointe la porte en passant. Je disais, si quand vous enseignez en présence, si un étudiant arrive en retard, puis que habituellement, vous terminez votre idée avant de lui ouvrir la porte, bien, c'est un petit peu le même principe qui doit s'appliquer aux étudiants à distance. Donc, ceux qui sont à distance, on parlait tantôt du principe d'équité, bien, c'est important qu'eux aussi doivent patienter. Donc, vous pourriez peut-être utiliser les salles, la salle d'attente Zoom pour ça, pour que ce soit équitable. Là, on parlait d'équité, donc pour que ce soit équitable. Puis on parlait aussi, on va en parler tantôt, des bruits ambiants, mais Marcel en a quand même pas mal parlé. Donc, je porte votre attention ici. Vous voyez, il y a des reflets sur le tableau. Ici, dans ce local-là, j'ai seulement la possibilité de fermer les néons au complet. Donc, je ne peux pas choisir de fermer une rangée seulement. Mais là, vous voyez ici, ça devient mon écran qui fait un reflet. Donc, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous faites du tableau. C'est rare qu'un enseignant va venir écrire ici. Fait que vous pourriez peut-être choisir de fermer les néons. Ensuite, je vais vous montrer les différentes grosseurs quand on écrit au tableau avec les différentes couleurs d'encre pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais commencer avec le rouge. Puis après, je vais ouvrir pour qu'on voit le reflet du néon. Les autres, vous me direz si c'est trop long pour que j'accélère. Donc, si j'écris bonne journée. Bon. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Et je vais grossir un petit peu mon écriture. Donc, bonne journée. Parce qu'il y a ça aussi, en ayant tous mes étudiants en plein écran, pour garder une veille sur les mains élevées, ben moi, je me vois juste en petit. Fait que je ne le vois pas si vous voyez bien. Là, je vais l'écrire en plus gros. Mais ça vous donne quand même une idée là, de l'encre rouge, comment ça sort sur le tableau. Je vais vous montrer avec l'écran l'encre noire. Donc, bonne journée. Ah, je me sentais funky, j'ai mis un point d'exclamation à celui-là. Bourne. On voit quand même très bien présentement, même le rouge. Ah oui? Probablement à cause que les lumières, les néons sont éteints. D'accord. Donc, je vais aller ouvrir. Je vais juste terminer. Parce que présentement, en plein écran, moi, je vois très bien toutes les tailles d'écriture. Et si j'ouvre? Ça sort quand même assez bien. Ah, bon. Donc, on est dans un cas où la caméra, dans ce local-ci, étant donné que c'est une caméra avec un angle quand même restreint, et très près du tableau, ça nous permet de bien voir quand même ce qui est écrit. Mais c'est sûr qu'il y a des couleurs qui vont mieux sortir que d'autres. Le noir, entre autres, a toujours un avantage sur le rouge pour l'affichage à l'écran. Voilà. Puis là, vous voyez, je viens de remarquer que moi, quand j'enseigne, souvent, je me tasse un petit peu pour que les étudiants voient le tableau dans son entièreté par réflexe, mais je sors du champ pour les élèves à distance. Fait que c'est une autre chose qu'il faut faire attention. On l'a vécu tantôt, hein, il faut demander aux étudiants d'éviter de déplacer les pupitres, les chaises, parce que c'est vraiment désagréable. Moi, j'étais à distance la dernière fois, puis je n'aimais vraiment pas ça. Porter régulièrement le regard vers la caméra. Donc, vous voyez, là, je m'adresse à mon groupe d'étudiants. Fait que vous avez peut-être une impression que je m'adresse à vous, puisque je regarde, j'ai placé la caméra au centre entre mes deux écrans. Parce que si je suis toujours en train de parler de côté comme ça, ben, c'est un petit peu plate pour les étudiants à distance. Puis, on parlait des règles de classe tout à l'heure. Donc, demander le silence pour éviter les bruits ambiants. Je ne sais pas s'il est plus loin, mais je vais le dire tout de suite. On entend super bien les étudiants qui sont à distance et qui vont poser une question. Ça, vous n'avez pas besoin de répéter. Par contre, s'il y a un étudiant qui pose une question ou qui fait une intervention dans la classe, il faut s'assurer de le répéter, même s'il n'y a pas eu de bruit en même temps, juste pour s'assurer que les étudiants à distance aient bien compris. Justement, on parlait tantôt d'essayer de faire un seul groupe avec les deux. Mais c'est pas long que les étudiants à distance vont se sentir exclus. Quelqu'un qui dit une joke, là, tout le monde se met à rire, puis là, ça se relance.
ben souvent, là, ça fait comme trop de bruit ambiant. Fait que là, les étudiants à distance, ben, sont là tout seuls chez eux, puis ils voient les autres avoir du fun, puis ils n'en ont pas. Fait que, il faut éviter ce genre de choses-là. Geneviève, j'ai une intervention dans le clavardage que j'aimerais te partager. Oui. On a ici Manon qui nous dit que ce serait bien d'expliquer aux étudiants d'épingler le prof pour le voir en plein écran et non pour voir tous les collègues de classe. Sinon, la fenêtre est trop petite et on ne voit pas bien le tableau. Effectivement. Et dans le guide, on vous l'a bien indiqué. C'est un oubli de ma part ce matin. Merci, Manon, pour ton intervention. Et évidemment, gardez un œil sur les questions des élèves à distance. Donc là, mettre l'affichage galerie sur votre deuxième écran. Moi, présentement, si vous levez la main ou tapez des mains, là, et essayez les petites réactions sur Zoom, je vais les voir. Présentement, il n'y a pas de partage de ton écran. Non, je sais, mais ils l'ont vu tantôt. Oui, mais là, tu fais le test de partager ton écran. Puis on va mettre le mode côte à côte pour leur montrer comment ils peuvent voir toi et l'autre. OK. On peut-tu... Défi technique pour Geneviève. Essaie de partager ton PowerPoint. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis même pas stressée, je ne sais même plus ce que tu dis. Excusez, moi, j'enseigne avec une caméra You d'habitude, hein? J'enseigne pas avec des PowerPoint. Je vais laisser Marcel vous montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est démarrer le partage parce qu'il a été arrêté. Là, c'est quoi? Tu voulais juste... Donc, là, vous voyez à l'écran le PowerPoint en plein écran. Si vous voulez voir la caméra de l'enseignant en même temps, vous allez aller, quand vous êtes en plein écran, vous pouvez mettre le mode en haut à droite dans l'affichage, vous avez le mode côte à côte. Si vous mettez côte à côte intervenant, vous allez voir une moitié de votre écran avec la caméra de Geneviève, l'autre moitié avec le PowerPoint. Là, vous pouvez glisser pour ajuster les C'est grandeurs. ça. On peut diviser la fenêtre en deux comme vous le préférez. Ça va vous permettre de voir à la fois le tableau, l'écran de l'enseignant, donc sur une première moitié, et sur l'autre moitié de votre écran, vous voyez la présentation. Est-ce que tout le monde voit ça présentement? Oui. Puis, si vous êtes à distance, que vous voulez voir les visages, mais mettez le mode côte à côte, mais galerie au lieu d'intervenant. Et là, vous avez la présentation d'un bord et toutes les faces de l'autre. Autre petite remarque, si vous ne voyez que 25 personnes présentement, vous pouvez vérifier pour aller en voir jusqu'à 49. Vous devez aller dans la configuration de votre caméra, donc où vous avez la vidéo. Arrêtez la vidéo, vous cliquez sur la petite flèche. Vous allez dans les paramètres vidéo. Et dans ces paramètres-là, vous allez avoir complètement en bas nombre maximum de participants affichés par écran. Et vous pouvez mettre 49 si votre ordinateur ne le permet pas. Excusez-moi, si l'ordinateur le permet. Donc, si vous ne voyez pas si la case 49 participants est grisée, ça veut dire que l'ordinateur que vous avez présentement ne permet pas un affichage de 49. Si c'est le cas, que c'est important pour vous, vous pouvez contacter le soutien technique. On va voir si on peut faire quelque chose pour vous aider. Donc, je retourne à ma place. Marcel et Geneviève, j'attire votre attention sur le fait qu'on est presque rendu à la période des questions. C'est parfait, il me restait seulement 3 petits points. Donc, dans les considérations techniques supplémentaires, on a, lors du partage d'écran avec un portable, de ne pas connecter l'audio, parce que sinon, si vous avez des notifications qui entrent, ça va aussi le faire pour... les étudiants à distance vont recevoir ces petits sons, je cherche un terme français, là, mais pop-up, là. Si jamais vous voulez projeter quelque chose comme une carte en géographie, par exemple, ou un poème en français, ben, ce serait peut-être bien de le projeter soit à l'écran ou sur une XP-Pen, puis on va vous faire une démo tantôt avec l'XP-Pen. Puis tantôt, Marcel vous parlait là, d'afficher le diaporama sur un moniteur spécifique. Ben, quand vous êtes dans PowerPoint, là, vous allez dans le petit menu en haut, vous cliquez sur diaporama, puis vous voyez là, en bas à droite de l'image, vous pouvez choisir sur quel moniteur le projeter. Puis, vous pouvez décocher le mode présentateur pour éviter que quand il y a 2 écrans, d'avoir le PowerPoint d'un côté puis les commentaires de l'autre. Donc, voilà pour les considérations techniques. Et puis, le mode automatique, comme vous voyez sur l'image-là pour le moniteur, ça va l'envoyer sur le moniteur secondaire. Donc, assurez-vous, si c'est le moniteur principal qui est projeté à l'écran, vous devez aller changer le automatique pour mettre spécifiquement le deuxième moniteur.
Merci beaucoup, Marcel. Nous sommes donc rendus à la période de questions. Nous avons 7 minutes de prévu pour vous entendre. Maintenant que notre groupe semble complet, nous avons une trentaine de participants. Je vous rappelle que cette formation-ci est la première d'une série de 3. Nous allons donc vous proposer la prochaine formation sur les caméras, les étudiants qui ouvrent leur caméra ou ne l'ouvrent pas pendant les cours en ligne, et la suivante sur la prévention du plagiat. Pour ce qui est de la formation d'aujourd'hui, elle porte essentiellement sur le comodal, mais aussi sur des stratégies qui sont applicables pour toute formation à distance. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Vos questions vont certainement être utiles à des collègues. Donc, en ce début d'année 2021 très particulier, la parole est à vous. On aimerait entendre vos préoccupations, vos questions, vos besoins. Est-ce que vous pensez que la suite de la rencontre va y répondre? Sinon, si ça porte sur la première partie de la rencontre, on vous écoute. Vous pouvez lever la main directement dans le clavardage et je vais distribuer les tours de parole. D'abord, la parole est à Catherine. Oui, j'aimerais juste savoir s'il y a un endroit où on a une liste des locaux qui sont planifiés en mode comodal. Oui, il y a une liste qui est en élaboration. En fait, il y a des salles qui sont encore en installation. J'évoquais qu'il y en a 34. On a une liste des 34 qui sont installées. D'autres vont suivre. Très certainement que ça va être communiqué là, dans les prochains jours par le SCEP. On va leur lancer la notice d'ailleurs, mais je pense qu'ils sont en train d'arrimer ça avec l'organisation scolaire, puis on devrait avoir la liste qui va tomber dans les prochains jours. Si votre cours est prévu pour être en mode comodal, vous devriez avoir automatiquement un local assigné qui va avoir l'équipement. Si ce n'est pas le cas, on va s'assurer que vous l'ayez pour le début des cours, mais la liste des locaux installés présentement s'en fait en fonction de qui va avoir besoin de cet équipement-là. La première partie portait sur les aspects techniques. Geneviève nous a montré ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Si jamais vous voudriez la voir faire d'autres tests à l'écran, Geneviève, peut-être qu'on pourrait se donner cet espace. Je vois d'ailleurs que Manon a levé la main. Manon, la parole est à toi. C'est justement par rapport à ça. Moi, mais j'ai cru comprendre qu'en deuxième partie, on allait voir une démonstration de si on projette quelque chose à l'écran. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit? C'est tout simplement ça. Ah, OK. Qu'est-ce qu'on voit au tableau, par exemple? Ah, ben, je peux le faire. Oui. Tu peux le faire? Tu peux pointer sur ton... Oui, c'est ça. En fait, la caméra, elle est mobile. Dans ce local-ci, je ne sais pas dans les autres. Je pense que oui, hein, Marcel? Oui, toutes les caméras peuvent être ajustées, mais dépendant du modèle, on a plus ou moins de contrôle. Donc là, là, moi, je ne verrai plus, par exemple, que vous me direz si je suis tout proche, là, mais on voit bien. Dans ce cas-ci, on voit relativement bien, mais c'est important d'être conscient que si vous tentez de filmer ce qui est au projecteur pour le montrer aux élèves à distance, vous risquez d'avoir... Là, t'es trop haut. Mais si vous tentez de filmer un écran projeté, c'est sûr que la qualité va être vraiment moyenne ou faible. Si vous voulez avoir un résultat intéressant, ce que vous devez faire, c'est vraiment de partager votre écran avec ces élèves à distance qui, eux, vont avoir vraiment le même visuel qu'on a sur l'écran à l'avant. Et puis, les élèves qui sont en classe, eux, vont regarder le projecteur. De cette façon-là, on va avoir une qualité intéressante pour les deux. Et puis, en partageant l'écran du projecteur, ça permet à l'élève de laisser la caméra de l'enseignant ouverte sur le tableau blanc et d'avoir à la fois la projection de qualité et le visuel de l'enseignant avec son tableau. Donc, d'avoir les deux, oui, dans deux écrans, dans deux images, mais avec le mode côte à côte, on peut avoir les deux en plein écran. Puis, décider laquelle on va mettre en plus grand écran selon ce que l'élève pour chacun veut voir, veut observer. Manon, est-ce que ça répond à ta question? Oui, il semble que oui. Oui, tout à fait. Oui, excusez, Merci. j'avais de la misère avec mon son. Nadine Lavoie, la parole est à toi. Oui, je voulais savoir si, j'imagine que c'est peut-être pas souhaitable, là, mais dans le fond, les étudiants qui sont en présence ne verront pas les étudiants qui sont à distance et inversement non plus, c'est ça? En fait, je pourrais les projeter. Je vais projeter ça ici.
Je vais partager mon écran. Tantôt, je l'ai fait puis ça fonctionnait. Oui, au fond, on pourrait projeter, envoyer au canon la galerie, la vue de l'écran qui est la galerie de Zoom. Puis on pourrait tenter d'orienter la caméra pour voir le groupe. Ça s'est fait dans certains cas, là, si on veut créer une espèce de rencontre, là, mais c'est sûr que ça, au niveau de la qualité visuelle, ça a un potentiel plus limité, là. Mais en fait, je vois quand même très bien les visages à l'écran présentement. Donc, si on veut faire une discussion, ça se fait très bien de dire on désactive le partage d'écran pour que les élèves à distance regardent seulement les caméras, ou on tourne la caméra de l'enseignant vers le groupe et c'est cette caméra-là qui est en évidence. Puis moi ici, là, je vois les visages de tout le monde, puis je suis capable de reconnaître les gens à partir de mon bureau, qui est le dernier à l'arrière, je vous rappelle. Volontairement, je me suis assis à l'endroit le plus loin pour que vous puissiez entendre le pire scénario de voix, mais tenez compte de, si vous entendez mal ma voix, tenez compte que moi, je suis une personne qui projette beaucoup. Donc, si moi, vous m'entendez mal, la personne un peu gênée avec une voix plus aiguë, vous risquez de ne rien comprendre à distance quand elle va parler. Donc, n'hésitez pas à répéter la question ou à faire répéter l'élève lorsqu'on va avoir des questions en classe pour que les gens à distance comprennent bien ce qui a été dit. On a eu en technologie forestière, d'ailleurs, presque toute la session d'automne s'est faite avec une classe qui était équipée de la sorte. Puis la particularité, c'est que c'est un programme qui avait 2 étudiants français qui, pour les raisons qu'on connaît, n'ont pas pu venir au Québec. Et à certains moments, là, justement, ils projetaient le visage comme ça à l'écran. Puis c'est surtout la caméra qui capte moins bien la classe. Là. Pour les Français, probablement que la vue de la personne assise au fond de la classe était moins claire. Mais pour le groupe, il y a vraiment eu un sentiment de cohésion. Ces jeunes-là faisaient partie de leur groupe et ils se souciaient beaucoup à chaque fois. Bon, est-ce qu'ils ont bien compris? Puis ça fonctionnait quand même là, pour arriver à créer un sentiment de présence qui est évidemment pas la même chose qu'à l'habitude, mais ça arrive à pallier là, à l'absence totale. Merci, Jérôme. Je regarde si d'autres questions se présentent. Il est 10h10 et il n'y a pas de main levée. Donc, j'en conclus qu'on pourrait poursuivre avec la partie 2 de notre rencontre de ce matin sur les scénarios pédagogiques. Je m'apprête aussi à vous envoyer un petit message dans le clavardage concernant, vous savez, le local E404 dont on a parlé plus tôt, qui est équipé bien différemment avec plus d'équipements, mais c'est un local réservé pour la formation continue présentement. Si jamais vous êtes curieux quand même de voir qu'est-ce qui est possible dans ce local-là, je vous ai mis un lien vers une vidéo qui a été présentée à une journée pédagogique en 2015. Donc, j'active à nouveau le diaporama. Et je donne la parole à Jérôme. Oui, bien, si on enchaîne justement, une fois qu'on a compris un peu les aspects matériels et les contraintes plutôt techniques, bien, comment utiliser ça efficacement en classe? C'est sûr que notre première recommandation, là, vous l'aurez compris avec les contraintes de son, entre autres, puis c'est ressorti aussi des expériences en technologie forestière. Frédéric l'avait vu aussi quand on l'a essayé en admin. L'idéal, c'est d'utiliser ça dans un contexte plutôt conventionnel, là, où l'attention principale va être portée vers l'enseignant. C'est ça qui est le plus facile, là. C'est pas étranger aussi au fait que ça nous vient des universités qui avaient développé ça. Imaginez les grands amphithéâtres, les grands auditoires, beaucoup de personnes connectées à distance et l'animation avec l'auditoire en présence est filmée et retranscrite. Grâce à Zoom, les gens chez eux qui voient la vidéo de la captation de l'animation de l'enseignant peuvent lever la main, prendre la parole grâce au Jabra, écrire dans le clavardage, donc sont en interaction directe. Mais pour l'enseignant, le plus simple, là, c'est de garder une approche pédagogique où ça va être l'exposé en grand groupe, la narration d'un diaporama, une animation au tableau. On a vu, on est capable, il faut prendre soin à la couleur de l'encre, à la taille de l'écriture, mais au besoin, on pourrait essayer de replacer la caméra aussi. On est capable d'aller chercher une qualité fonctionnelle pour animer au tableau. On aurait un diaporama. Le principal avantage dans ce cas-là, c'est d'essayer de maximiser nos heures en présence et de ne pas avoir à scinder le groupe. Mais il faut que notre objectif pédagogique, notre objectif d'apprentissage le rende possible, là. Si on a besoin de faire un geste, d'utiliser du matériel, d'utiliser un appareil, probablement que ce n'est pas le mode qu'on veut utiliser. Mais si on reste dans une activité, on a des heures en présence, donc des activités pratiques, du lab, mais un travail plus intellectuel, probablement que c'est le mode que vous pourrez vouloir utiliser, là, en acceptant que ceux à distance auront une expérience
moins interactives, moins spontanées, moins naturelles peut-être que ceux en présence, mais ça va bonifier et l'expérience de ceux en présence et la vôtre, parce qu'on le sait, animer devant un groupe, devant un public qui interagit avec nous directement, ben c'est beaucoup plus confortable, ça nous donne des rétroactions directes. Fait que par le fait même, ceux à distance observent une animation qui est plus authentique. Dans les difficultés qui sont ressorties dans ce mode-là, ben, la première difficulté, c'est la gestion des partages. Quel écran, quel moniteur j'affiche au canon, au projecteur grâce au diaporama. Il faut se soucier de lequel que je vais partager dans Zoom. Il faut garder une attention constante à ça. Un des conseils, ce serait peut-être, comme Geneviève l'évoquait, d'adapter notre matériel, de rassembler notre matériel, de limiter au maximum de passer d'un document à l'autre, de sauter d'un média à l'autre autant que possible. Parce qu'à chaque fois, il faut toujours prendre le temps, avoir la conscience de OK, j'envoie ça au canon. Ceux à distance, là, je partage le bon écran pour ceux qui sont sur Zoom. Il y a un peu il faut se faire la main quand même. Quoi qu'on s'habitue à Zoom, mais le faire les deux en parallèle, ça peut devenir rapidement une certaine pression, une charge. On a besoin de se familiariser, donc on n'hésite pas à prendre le temps de se pratiquer, peut-être avec les collègues, de faire appel à nous aussi. On peut assister, on peut faire les cobayes, ce que j'avais fait dans le cours de Frédéric. Et toujours penser à regarder la caméra à l'occasion. Ça peut être une bonne idée au besoin de la centrer là où on est plus confortable. Ça aide au sentiment de présence, à l'immersion de ceux qui sont à distance parce que devant notre public, on va balayer du regard, on le sait, surtout, puis on identifie notre bon public, là, nos bons auditeurs sur lesquels on peut rebondir. Mais il faut toujours avoir la pensée de OK, je vais glisser un regard vers la caméra pour que ceux à distance aient un peu ce sentiment d'immersion-là, puis ça fait toute la différence. Sinon, il se ramasse à avoir quelqu'un qui parle très consciemment à un auditoire, puis à un public en présence, puis eux, ils voient le billet, puis ils savent qu'on ne leur parle pas finalement. Donc, ça peut inviter à décrocher. Fait qu'il faut toujours avoir un peu cette idée-là. Mais en même temps, il faut savoir que, évidemment, sur la distance, on risque à un moment de moins porter le regard, de les délaisser. Là. C'est normal. On a des gens devant nous. On va aller ils vont capter toute notre attention au premier chef. Une manière de bonifier ce type d'activité-là, mais ça pourrait être, comme Annie-Claude va nous le présenter, d'intégrer l'approche d'enseignement explicite. Oui, effectivement, l'enseignement explicite, c'est une approche basée sur le cognitivisme. En gros, il y a 3 étapes. La première étape correspond à un modelage. D'ailleurs, je vous poserai tout de suite la question à savoir, parmi vous, qui a déjà utilisé l'enseignement explicite, comprenant une forme de modelage par l'enseignant où il dit tout ce qu'il pense au moment où il exécute une tâche, entre autres ses stratégies métacognitives où il est en train de se questionner sur comment il s'y prend pour réaliser la tâche, suivi d'une pratique guidée où là, il laisse un ou plusieurs étudiants faire la tâche, mais avec du soutien, soit des autres étudiants ou de l'enseignant. Et troisième étape, une pratique autonome où l'étudiant le fait seul, ce qui n'empêche pas de faire, évidemment, à la toute fin, une rétroaction en grand groupe. Pouvez-vous lever la main dans le clavardage, pardon, pas dans le clavardage, tout simplement lever la main ceux qui l'ont déjà utilisé? OK. Donc, ça vaut la peine, je pense, d'en parler un tout petit peu. On vous propose ce scénario-là parce qu'il ne demande pas nécessairement de nombreuses interactions avec les étudiants dans la classe. Vous avez vu tantôt qu'il y a quand même une certaine pollution sonore qui est possible, donc c'est ce qu'on veut éviter. Ce qu'on vous propose donc comme forme d'enseignement explicite, c'est d'y aller davantage avec des interactions ciblées. C'est-à-dire qu'après que le prof ait fait un modelage où il explique les questions qu'il se pose, les liens qu'il fait entre ses différentes connaissances pour exécuter une tâche, il demande ensuite, lors de la pratique guidée, la deuxième étape, à un étudiant ou 2 étudiants ciblés d'exécuter la tâche. Et là, il y aurait possibilité que le prof les soutienne avec, par exemple, des questions pour les amener à considérer un aspect qu'ils n'auraient pas pensé considérer, pour aller ensuite vers une pratique autonome qui peut se faire aisément, d'un côté les étudiants à distance, de l'autre ceux en présence, sans qu'il y ait à avoir d'échanges en grand groupe. Donc, c'est une façon de procéder qui a été reconnue comme efficace. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années de la méta-analyse faite par
Atty, donc un chercheur qui a fait une recherche phénoménale où il a identifié les stratégies pédagogiques les plus efficaces et l'enseignement explicite est ressorti comme étant une stratégie à considérer. On vous a mis 2 références en bas de la diapositive. D'abord, un article du RIR d'où on a sorti le schéma que vous avez à l'écran et aussi un article dans Pédagogie collégiale qui parle de l'enseignement explicite appliqué au milieu collégial, parce que c'est quand même beaucoup utilisé au secondaire, au collégial, et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Je vous invite à aller voir cet article-là, qui est assez récent quand même, qui date de 2015. Alors, Jérôme, je te redonne la parole. C'est sûr qu'on garde en tête toutes nos contraintes. L'idéal est peut-être justement d'utiliser ces heures-là en présence, en comodal, au plus simple possible sur un exposé narré, une animation au tableau. Par contre, on a des heures en présence, c'est sûr qu'on se demande comment les utiliser. On voudrait qu'elles soient le plus signifiantes possible. On veut créer de l'interactivité, mais en gardant en tête les contraintes de l'équipement qu'on a, l'interactivité entre les gens en présence et les gens à distance, c'est là que ça peut devenir plus difficile, ça peut être plus lent, on peut se piler un peu sur la langue là, avec le micro qui aura du mal à bien identifier le son à mettre de l'avant. Ben, l'optique de la classe inversée, ça peut être une formule gagnante, là. Surtout, bon, si on prend le temps de bien considérer les limites puis nos besoins. C'est déjà une manière avec laquelle qu'on a utilisé les heures en présence à l'automne, surtout si on n'en a pas beaucoup. Souvent, avant la fameuse séance en présence, on préparait une activité, puis ça devenait un peu notre moment fort. Le comodal peut permettre justement de faciliter notre planification, le déroulement du cours, puis pas nécessairement impensable dans une situation comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On sait que c'est l'interactivité entre les gens, direct entre les gens à distance et les gens en présence qui est difficile. Ben, peut-être que dans une approche où, avant cette séance-là, on acquiert la théorie, on vient dans le cours pour voir comment on l'applique, ben, on pourrait tout à fait le faire en comodal, là. Si on fait, par exemple, des exercices plus individuels, si on vient appliquer une formule sur des exercices, mais dans une démarche plus individuelle, guidée par l'enseignant, qui est disponible pour répondre aux questions, pour clarifier autant auprès de ceux à distance que ceux en présence, des échanges euh, à partir de questions préparées. Si par exemple on a acquéri la théorie, on a lu sur les concepts ou les situations problèmes qu'on veut mobiliser, ben, l'enseignant peut préparer une suite de questions puis finalement animer un peu une séance d'échange, un peu de table ronde. Ça pourrait se faire aussi, tout en prenant le temps de bien. Il faut être rigide sur les tours de parole, peut-être accepter que ça va être plus lent, peut-être accepter qu'il y aura des ratés, on le sait. On travaille en fonction de ça, mais en affichant la galerie, peut-être des visages à l'écran, on pourrait repositionner la caméra et là, on pourrait arriver à avoir l'équivalent un peu d'une table ronde ou une discussion ouverte où tout le monde peut interagir en même temps. De la même manière, on pourrait travailler tous ensemble sur une résolution de problème avec la méthode explicite peut-être, où l'enseignant nous montre comment il l'aborde d'abord. Il se laisse guider par les quelques élèves identifiés à la pièce, peut-être un à distance, peut-être un en présence qui va le guider ensuite. Et finalement, on peut tous travailler chacun individuellement et faire une remise en commun. C'est des choses qui sont possibles. De la même manière, on pourrait se pencher sur une étude de cas. Donc, la classe inversée, pour un moment de transfert, d'application de nos concepts, de nos apprentissages, mais en limitant l'interactivité dans le sens où moins de travail d'équipe. Probablement que là, on évite la majorité des problèmes techniques qu'on pourrait rencontrer. Si on veut aller un peu plus loin, on ne pense pas qu'il est impossible de le faire. Si on veut aller vers des approches plus collaboratives, on peut prendre le temps de tout afficher, Annie-Claude. Mais je pense qu'il faut déjà considérer notre aisance avec ces outils-là, notre aisance avec le bon déroulement d'une séance, s'il y a des lenteurs, s'il y a des pépins techniques, s'il faut prendre le temps de répéter les commentaires parce que ça a été mal entendu. Si ce genre de choses-là nous dérange, nuit un peu à notre aisance, on est peut-être mieux d'éviter puis de rester dans les 2 premières stratégies. C'est pas tout à fait impossible d'imaginer déployer ça par contre. Si par exemple, on veut aller vers une approche, se pencher sur des résolutions de problèmes, mais inviter la classe à le faire spontanément en mode collaboratif avec des petits ateliers, 1, 2 tous, où chacun va trouver la réponse à un problème donné de son côté. En équipe de 2, on va partager ça, confronter notre idée avec notre voisin dans la classe. Et là, le prof pourrait prendre le temps peut-être de faire des breakout rooms
où en équipe de 2, en breakout room à distance, on peut confronter, comparer notre réponse à un problème donné avec un ami. Le professeur n'a pas à prendre dans ce cas-là le temps de survoler tous les breakout rooms puis d'aller voir comment ça se passe. C'est du travail autonome et on revient tous ensemble après. On pourrait imaginer ce type de travail collaboratif. Ça peut donner de l'interaction. Par contre, là, si vous me suivez, je suis dans ma classe, j'anime une activité, je surveille un peu comment ça va dans mes binômes qui travaillent, mais je dois aussi activer mes breakout rooms, donner un temps limite. Il faut gérer, on revient sur cette gestion simultanée de 2 classes en même temps avec 2 modalités différentes. Ça peut rapidement devenir encombrant, ça peut devenir carrément dérangeant si justement les pépins nous cassent un peu notre rythme. Je ne pense pas que c'est impossible. Je pense qu'il faut respecter aussi notre aisance avec ces outils-là. De la même manière, souvent, ces moments d'heures en présence plus rares sont devenus des lieux pour faire des mises en commun sur l'approche de séminaires ou simuler des débats. On a eu des simulations de conférences de presse à l'automne où on le faisait en présence. D'habitude, c'est pas impossible d'imaginer ça avec une classe comodale, mais en considérant que, bon, si par exemple, on est sur une approche séminaire, où en équipe, les étudiants ont à travailler, approfondir un thème donné, un sous-thème qui en compose une analyse plus grande. Chaque équipe pourrait présenter le fruit de sa recherche. Les étudiants en présence peuvent le faire, ceux à distance entendent. Il n'est pas impossible que ceux à distance prennent le micro, ce soit à eux de présenter leur thème. On pourrait les projeter à l'écran, donc ils seraient en interrelation, ils animeraient la classe le temps de présenter leur thème. Donc, une approche séminaire comme ça, plus collaborative, pourrait se faire aussi. Par contre, avec les contraintes qu'on connaît. De la même chose, là, un débat pourrait peut-être se tenir, mais là, c'est toute la spontanéité de l'interaction entre ceux à distance et ceux à présence. Est-ce que c'est possible? Si, par exemple, l'activité ne concerne que les acteurs en présence et que ceux à distance aient un rôle d'observateur, d'éditorialiste ou de journaliste qui doivent faire un compte-rendu, imaginer des questions, poser un regard critique, amélioratif, on peut donner un rôle à ceux à distance, mais peut-être différent, là, justement pour éviter toutes ces contraintes là, de perte de spontanéité à cause des outils qu'on a. C'est pas impossible, mais c'est peut-être plus à considérer si on se sent plus à l'aise. Et avec notre groupe, c'est peut-être pas le moment de le faire avec des élèves qui ne se connaissent pas et qu'on ne connaît pas. Mais si on est plus vers des finissants, qui ont une bonne dynamique, qui se connaissent, qui sont plus à l'aise, on est à l'aise avec eux, là, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait aller plus loin. La comodalité ne l'interdit pas. Merci, Jérôme. Mais c'est à faire attention. Oui, je te Je laisse aller. je vais faire Madame Gestion du temps. Alors, j'ai tout simplement ajouté la dernière puce avant de passer à l'étape suivante, Jérôme, où on mentionnait aussi qu'avoir un document collaboratif écrit pourrait aider pour ce qui est là, des approches collaboratives, par exemple un Google Doc où les étudiants vont écrire leurs idées plutôt que le faire verbalement. Hein, ça pourrait éviter encore là quelques problèmes de pollution sonore. Nous arrivons près de la deuxième période de questions. Alors, encore une fois, je vous invite à prendre note de vos interrogations parce qu'on va avoir un bon 8 minutes pour vous entendre sur vos préoccupations concernant les scénarios pédagogiques, mais aussi peut-être la première partie que nous avons faite ensemble sur les aspects plus techniques. Donc, nous sommes rendus à l'étape d'utilisation du XP Pen comme outil pouvant être utilisé pour le comodal, mais aussi pour toute formation à distance. Sans doute que plusieurs d'entre vous l'avaient testé l'automne dernier. Pourriez-vous lever la main, ceux qui l'ont déjà essayé? Donc, je vous rappelle que je parle du XP Pen. Levez la main directement de façon électronique. Oui, je vois quelques personnes. Super. Donc, je vous propose de vous faire une démonstration en vous montrant aussi les fonctionnalités que je vais utiliser. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir le faire sur mon troisième écran maintenant. Parce que la façon dont je suis installée à la maison, c'est que devant moi, j'ai mon écran d'ordinateur portable. À ma droite, j'ai un deuxième écran d'ordinateur et à ma gauche, j'ai installé le XP Pen et c'est cet écran-là que je vais... Est-ce que c'est mieux, Geneviève? C'est parfait. Oui, Parfait. merci. Désolée pour cet inconvénient. Alors, vous avez à l'écran les fonctionnalités du stylet. Voyez-vous que je vais aller choisir l'option « Personnaliser ».
pour aller désactiver les boutons ou les pitons, pour ceux qui préfèrent l'expression, du stylet. Et je vais faire la même chose pour le deuxième bouton, personnaliser, autre, désactiver. OK. C'est bien sûr une question de goût, c'est que je préfère au moment d'utiliser mon stylet ne pas accrocher les boutons, ce qui ouvre une fenêtre dont je n'ai pas besoin et qui amène des ralentissements dans la présentation. Donc, je peux maintenant fermer cette fenêtre. Vous devriez voir apparaître à l'écran 2 fenêtres de documents Word. Donc, voyez-vous que j'ai installé mes fenêtres côte à côte pour avoir ici à la gauche les consignes et à la droite un texte que je vais étudier avec les étudiants. Pour avoir accès aux fonctions du XPPen dans un document Word, c'est bien simple, il faut approcher le stylet de mon document Word. Et voyez-vous que la fonction stylet vient d'apparaître en haut dans mon menu. Alors, ça s'affiche automatiquement quand l'écran détecte le stylet, ce qui est tout à fait merveilleux. Et là, je clique là-dessus et j'ai différentes options qui se présentent à moi, dont un surligneur pour lequel je peux choisir ma couleur. Alors, je vais y aller pour du jaune. Et ça me permet de vous présenter l'exercice où je vais utiliser les étapes de l'enseignement explicite pour vous montrer comment on peut l'appliquer à un cours de français 101. Je vais aller faire la même chose, mon écran de droite. Je vais cliquer sur stylet et choisir l'outil que je veux utiliser. Ici, je vais opter pour le stylet directement et choisir une couleur qui me semble adéquate pour annoter le poème de Ronsard que nous allons étudier. Donc, bien sûr, je vais faire une version accélérée de l'enseignement explicite en 5 minutes. Vous comprenez que ça fait longtemps aussi que j'ai analysé un poème en groupe. Ça date d'il y a plus de 10 ans que j'ai fait ça dans un cours de français 101. Alors, voici les étapes à faire. Imaginons que vous êtes un groupe d'étudiants. Si je veux faire donc la modélisation, je reviens ici à mon écran de gauche. Je vais choisir le surligneur, modélisation. Voyez-vous qu'il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Peut-être que j'ai mal désactivé les boutons de mon stylet, mais ça, c'est parce que je ne suis pas habituée. Vous, à force de le faire, vous allez devenir très habitué. Donc, la modélisation, c'est de dire ce qui se passe dans ma tête au moment d'analyser le poème. Imaginons que la consigne est la suivante, analyser le poème de Ronsard. C'est ce qu'on peut faire dans un cours de français 101. Si je veux faire une modélisation, je vais dire tout ce qui se passe dans ma tête. Alors, si mon but est de vous montrer les étapes de l'analyse littéraire et en particulier les 3 premières, le déchiffrage, le démêlage du texte et le repérage des thèmes et des figures de style, je vais y aller de la façon suivante. OK, j'ai un poème à analyser. Je vais d'abord identifier les mots que je ne comprends pas. Donc, je vais prendre mon surligneur et je vais aller identifier dans les 2 premières strophes les mots que je ne suis pas certaine de comprendre. Parce que lors du déchiffrage, quand on a un doute, on est mieux d'aller vérifier dans le dictionnaire. Ciel, air, vent, plein et mont découvert. Bon, plein, je ne suis pas certaine de ça. C'est un mot que je devrais aller vérifier. Tertre vineux et forêt verdoyante. Tertre, je ne suis pas certaine. Vineux non plus. Rivage tord et source ondoyante. Tord, tordu, pas certaine. Je vais aller vérifier dans Antidote. Ondoyante, je m'en doute, c'est quoi, mais je vais quand même vérifier. Taillis, rasé, ouais, je vais vérifier aussi. Bocage. Donc, je vais procéder à une recherche du sens de ces mots-là dans le dictionnaire. Et je vais aussi passer à l'étape démêlage où je vais aller voir quelle serait la nature de ces différents mots et identifier peut-être les verbes conjugués qui pourraient me donner une idée de la structure de la phrase. Donc, si je regarde attentivement les 4 premières lignes, je vois que ce sont pour la plupart des noms. Mais j'ai aussi ici un adjectif. Alors, d'autres noms et adjectifs.
Et là, je me rends compte que j'ai utilisé un petit peu trop de couleurs, donc je vais utiliser ma gomme et je vais aller effacer un petit peu de tout ça pour retrouver davantage de clarté dans ma démonstration. Très pratique comme efface, non? Donc, démêlage, je vais aller identifier la nature des mots et là, je vais aller à l'essentiel. Comme je vous disais, on ne fait pas un cours de littérature aujourd'hui, mais il y a un pronom qui vient d'apparaître à la 4e ligne, donc au 4e vers, vous, bocage vert. Et on voit donc que le poète s'adresse à la nature, au bocage en particulier, ce qui est assez étonnant. Une belle personnification qui va être reprise plus loin dans le poème. Pour ce qui est du repérage, tout de suite, je note qu'il y a une figure de style. Vous, bocage, c'est une personnification. Là, je ne me force pas pour écrire, c'est pour vous donner un aperçu de la qualité du stylet. J'écris en lettres attachées sans me forcer, puis on voit quand même assez bien ce que j'ai voulu écrire. Je pourrais y aller avec une version un petit peu plus appliquée. Attendez, je reprends mon stylet. À chaque fois, je dois aller chercher mon outil. Voilà, personnification. C'est déjà un petit peu plus clair, je pense. Hein? Il y a aussi moyen de changer l'épaisseur du trait de crayon, si jamais je veux que ce soit un petit peu plus épais. Voilà. Donc, le modelage, on y va vraiment là, avec le détail des questions qu'on se pose comme enseignant au moment d'exécuter une tâche. Et ensuite, on demande à des étudiants dans le groupe de procéder de cette façon-là. Donc, si je procède avec Jérôme et Geneviève, que j'aurais identifié au départ et je les aurais peut-être avisé qu'on va faire une rotation dans la classe pour que tout le monde puisse participer, je demanderais à Geneviève d'essayer d'analyser la 2e strophe du poème. Geneviève irait donc avec les 3 mêmes étapes. Geneviève, si tu repères les mots que tu ne comprends pas, ce serait quoi dans la 2e strophe? Je pourrais aller valider le vert. Quelles sont les possibilités qui vont avec le mot vert? Parce qu'on sait que ça peut avoir plusieurs significations. Donc, tout d'un coup, que c'est des vers de terre, mettons. Puis ensuite, qu'est-ce que je ne connais pas là-dedans? On pourrait dire entre. Oui. Sinon, ça va quand même assez bien. On va OK. Et là, on irait comme ça pour l'étape du déchiffrage. Étape 2, si jamais je vois qu'elle ne se rappelle pas la 2e étape, je pourrais la guider, vu que c'est une pratique guidée. Étape 2, est-ce que tu peux me parler un peu de la nature des mots? Est-ce que ça ressemble à la première strophe ou c'est différent? Ben là, on a vu apparaître un nouveau déterminant qui est mais et l'est. Donc, on s'adressait à quelqu'un avant, mais là, on réfère à quelque chose de je ne me rappelle pas le terme. Je suis prof de maths en passant. Et là, je pourrais demander à Jérôme de l'aider. Donc, Jérôme, pourrais-tu aider Geneviève dans le processus? Donc, je vais m'arrêter ici parce que le temps est déjà écoulé pour notre simulation. Vous comprenez qu'à force de l'utiliser, je pense que rapidement, on peut développer une aisance avec le XP Pen. Moi, je peux compter sur les doigts de ma main le nombre de fois que je l'ai utilisé. Je commence avec ça, c'est pour vous dire. Puis pour moi, ce n'est pas nécessairement intuitif là, que de développer la connaissance d'un nouvel outil technologique. Donc, je suis certaine que rapidement, vous pourriez devenir plus confortable avec l'outil. Et c'est ce que je compte faire d'ailleurs pour vous proposer des capsules pédagogiques éventuellement. Merci Geneviève de t'être prêtée au jeu. On est rendu à la période de questions. Donc, les mains levées dans le chat vont nous dire l'ordre des questions. Je consulte ça à l'instant. Oui, on a Benoît qui a une question pour nous. Est-ce que tu parles de moi? Je pense que Benoît avait levé la main, Annie-Claude, quand tu avais demandé qui a déjà utilisé le XP Pen. Ça se fait-tu, Benoît? Oui, c'est effectivement ça, oui. Ah, OK. D'accord. Alors, je vous inviterai à baisser les vieilles mains. Je vois Josée Ruet. Est-ce que c'est une nouvelle main, ça? Oui, c'est une nouvelle main. J'utilise XPPen et quand je le branche et qu'à la fois j'ai le 2e écran branché, il y a comme pas un court-circuit, là, mais c'est comme si je n'avais pas accès à mon XPPen.
Donc, un troisième écran. Alors, à ce moment-là, est-ce que je dois configurer mon ordinateur pour, dans les paramètres, là, indiquer que j'ai comme deux autres éléments branchés dans mon ordinateur? Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Je t'invite à répéter juste une petite partie parce que le son dans le local était trop bas et je n'ai pas compris le début. Donc, c'est une bonne information en comodal. Assurez-vous que le son dans la classe soit suffisamment élevé pour que tout le monde entende. OK. Donc, ma question, c'est ça. Quand je branche XPPN et que mon portable est aussi branché à un deuxième écran, c'est comme si que mon XPPN ne fonctionnait pas. Donc, je dois débrancher mon deuxième écran pour que mon XPPN fonctionne. Alors, ma question, c'est est-ce que dans les paramètres de partage d'écran ou c'est ça, dans les paramètres de partage d'écran, est-ce que je dois indiquer que j'ai un troisième écran ou est-ce que je dois dupliquer une deuxième fois si on veut? Ça semble être une question technique qui est en lien avec le modèle de portable que tu utilises. Donc, peut-être que ton portable ne permet pas d'avoir plus qu'un écran secondaire. Ça me surprendrait quand même. Mais là, ce qu'on va devoir faire, c'est peut-être une rencontre individuelle pour valider, là, pour être certain, pour donner la bonne réponse. Si jamais ça arrive, le même type de problème à quelqu'un d'autre, tenez-moi au courant. Je vais valider avec José, puis je vous retournerai l'information par la suite pour vérifier c'est quoi qu'est-ce qui est exactement en cause. Okay. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ceux qui ont essayé aussi le comodal, ça peut être l'occasion de partager votre vécu, comme José vient de nous parler de son utilisation du XPPN. OK, pas de questions. On peut enchaîner, puis on a une dernière période de questions à la toute fin. Donc, je vous invite à les noter pour la suite et je passe la parole à Jérôme. Oui, veux-tu nous ramener le partage du diaporama? Bien sûr. En fait, parmi nous, le seul qui avait essayé le comodal, il me semble que c'est Frédéric, mais qui a quitté. Ou enfin, je ne le vois pas. Alors, sur un autre sujet complètement, parallèlement à l'équipement, l'aménagement de certaines salles de classe pour faire du comodal, de l'autre côté du spectre, ceux qui savent qu'ils vont enseigner uniquement à distance, qui n'ont pas d'heures accordées en présence, il y a 6 petits locaux qu'on pourrait appeler des salles d'enseignement à distance ou de téléenseignement qui ont été aménagés, donc qui sont disponibles. Si, par exemple, pour différentes raisons, là, on préférerait enseigner dans un local spécifique dédié plutôt que le faire de la maison ou de notre bureau cégep, 6 petits locaux au B424, A, B, C, D, E, F, c'est 6 petits cubicules qui, en fait, ça servait, il me semble, avant pour recherche et sondage. Donc, c'est des petits locaux qui ont à peu près la taille là, de ce qui serait l'équivalent, peut-être un peu moins d'un bureau standard de prof, des petits rectangles qui permettent d'enseigner debout ou assis, d'utiliser un tableau blanc. Donc, ils ont été équipés avec, on a un bureau, un poste informatique avec Internet câblé, 2 écrans, une webcam. Un tableau blanc derrière, donc on est capable d'animer une animation au tableau, autant que de gérer notre Zoom, de partager comme si on enseignait là, à distance de la maison, de notre bureau. Mais pour une raison ou une autre, on pourrait on n'a pas peut-être de tableau blanc à la maison ou au bureau, on voudrait un endroit où il y en a un qui est fixe, on voudrait enseigner dans un endroit qui est dédié. C'est possible de le faire. Est-ce qu'on peut avancer? On peut voir les photos. En fait, l'équipement, c'est ce que j'ai mentionné. C'est très simple. Vous voyez ici, on est dans le B424A. Donc, c'est simplement un petit cubicule comme ça qu'on peut réserver pour la session, puis dispenser notre enseignement à partir de là. C'est essentiellement c'est pour ceux qui ne vont enseigner qu'à distance, comme je le disais. Si on s'engage, là, le mot est peut-être fort, ou si on a le souhait de l'utiliser pour la majorité de la session, pour 8, 9 semaines, on peut en faire la réservation. De la manière qu'on fonctionne pour ça, eh bien, il suffit de le mentionner au SCEP. Ça va être Kurt Vignola, le SCEP, en fait, qui va prendre
les souhaits pour l'utiliser. Puis là, rapidement, là, dans les prochains jours, semaines avant le début de la session, de pair avec l'organisation scolaire, ce qu'ils vont faire, c'est que c'est ce local-là, à un horaire précis, qui va vous être attribué. Et vous pourrez y aller pour faire votre enseignement à distance à partir de là. Ça peut être plus confortable, justement, selon nos situations, nos préférences, ou juste le fait d'avoir la possibilité du tableau blanc à l'arrière, ça peut peut-être être plus pratique, là. Encore là, selon nos disciplines aussi. Donc, c'est un autre élément qui est à votre disposition, 6 locaux. Et comme on est seulement à distance, qu'on n'aura pas de classe attribuée, on a plus de souplesse par rapport à l'horaire. Donc, c'est 6 locaux qui peuvent rentrer finalement pas mal de cours là, simultanément. Et si jamais le besoin est plus grand, il y a un autre flotte, il y a un autre endroit là, dans le C, au bout du C3, il me semble, où on pourrait aussi déployer le même genre d'aménagement. Donc, dans un premier temps, on va travailler avec ceux-là, mais si jamais il y a de l'engouement, rapidement, parce c'est de l'équipement de base là, qu'on a, on n'a pas de souci d'approvisionnement pour ce matériel-là, on serait capable de le déployer ailleurs. Donc, à garder en tête, ça fait partie des possibilités. Et à peut-être partager auprès de vos collègues là, dans les équipes départementales. C'est pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des heures en présence, évidemment. Donc, voilà. Merci, Jérôme. On est rendu à la toute fin de la rencontre. Vous avez donc eu des infos plus techniques, plus pédagogiques, et on a abordé les salles d'enseignement à distance individuelle. C'est la période de questions jusqu'à 55. On se garde un peu de temps pour la conclusion. Donc, je vois Manon aussi qui a la main levée. Ensuite, Catherine. Oui, juste la photo précédente, Jérôme, dans le diaporama, le tableau blanc, là, c'est vraiment la photo des salles, oui. Le tableau blanc, est-ce qu'il est, disons, la moitié de ce qu'on retrouve dans une classe ou il semble petit? Oui, c'est un petit format, c'est ça. C'est pas je pense que c'est pas le 8 pieds, là. On doit plus être sur un 4 pieds. Donc, c'est sur un plus petit format, là. Donc, si on utilise beaucoup le tableau, c'est sûr que il faut le considérer. D'accord, merci. C'est ce que j'avais l'impression. Catherine Lévesque. Oui. Nous, en soins infirmiers, là, où je vois l'utilité de ces locaux-là, c'est entre autres pour l'enseignement de nos méthodes de soins, là, la partie théorique de nos laboratoires. Puis je me demandais si ça serait possible de faire installer des caméras HUE, là, les fameuses caméras bleues qu'on a déjà installées dans nos labs, pour pouvoir montrer du matériel. Ça serait peut-être mieux là, que la simple caméra de l'ordinateur. Ben, oui, surtout en plus pour du matériel qu'on a sous la main, là, c'est une excellente idée. Si le besoin est là, on va l'installer. Puis sinon, ben, on peut apporter, si on s'en est déjà fait prêter une, on peut l'apporter puis la brancher sur le poste aussi, là. OK, mais je pourrais en fait, en faisant ma réservation avec le SCEP, je pourrais en faire la demande peut-être? Ou... Oui, je le demanderai tout de suite là, parce que c'est du matériel, il me semble qu'on a quand même qu'on a la possibilité d'avoir apporté. Là. C'est une bonne idée parce que ça pourrait servir dans différents contextes d'enseignement. Là. Puis c'est le bon nom que j'ai, caméra HUE, c'est bien ça? Oui. OK, merci. Si jamais il en reste plus de disponible, j'en ai une à mon bureau, je ne l'utilise pas présentement, donc je peux la retourner pour que tu puisses l'accéder si jamais. Parfait, merci. Je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant. Peut-être aussi ouvrir cette période d'échange à des idées qui auraient pu surgir pendant la présentation. Vous avez vu les contraintes avec lesquelles il faut faire pour le cours modal, des possibilités qu'on vous a proposées, mais peut-être avez-vous eu des idées sur ce qui serait possible. J'ouvre à ça aussi, pour ceux qui aimeraient partager. Manon? Juste pour faire un petit suivi sur ce qui vient d'être dit, là, la caméra HUE, s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, c'est ça. Donc, moi aussi, je m'en suis servi à l'automne. Donc, une petite caméra qu'on peut twister comme ça puis pointer où on veut. Là. Je la pointais, moi, sur mes textes de loi pour pouvoir que les étudiants suivent les textes de loi en même temps que je les expliquais. Merci beaucoup. La parole est à vous. Je profite du moment, peut-être juste avant la prochaine question, pour vous dire, je vous ai envoyé un courriel hier en fin de journée pour vous aviser qu'on avait accès à une licence pour WooClap.
WooClap est un outil qui peut vous permettre d'avoir de l'interaction un peu plus dans vos cours et ça se prête très bien au mode comodal si vos élèves en classe ont un cellulaire, par exemple. Donc, ça peut permettre, comme Kahoot peut faire, d'avoir des questions avec une interaction, qu'on voit le résultat à l'écran. Ça peut vous ajouter plusieurs options intéressantes et les intégrer vraiment dans vos PowerPoint lors de votre présentation. Donc, si ça allume une petite lumière pour vous, allez voir la vidéo de présentation que j'avais envoyée. Et puis, on a une formation gratuite faite par l'équipe de WooClap vendredi matin, vendredi à 11 h. Et la formation, le webinaire devrait être enregistré, donc disponible par la suite si les gens n'ont pas eu accès. Merci, Marcel. Michel, une question? Michel, il faudrait activer ton micro. Oui, désolé. J'ai aimé quand vous avez parlé de XPen. Là. Moi, je commence à travailler avec ça, puis je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser pendant qu'on donnait nos cours. Alors, je me demandais, je me rends compte que je ne connais pas beaucoup tout ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Donc, est-ce qu'à quelque part, il y aurait de l'information pour que je puisse mieux le connaître et le développer? Tu peux m'envoyer un courriel, Michel, puis je vais te transférer. On n'a pas encore de documentation partagée, mais j'ai entre autres donné une formation hier au CEMEC qui a été enregistrée, donc je peux partager la rencontre avec toi pour que tu puisses regarder. Puis on pourra regarder pour répondre à tes questions aussi en rencontre individuelle. Donc, envoie-moi un courriel, puis je te fais suite très bientôt. Merci beaucoup. Annie-Claude, ton micro. Merci, Michel. Je n'ai pas d'autres questions dans le clavardage. Il y a encore du temps. Auriez-vous des questions sur un autre sujet que vous aimeriez aborder? Peut-être mentionner à ce moment-ci que vous avez vu qu'on a élaboré cette formation-là à 4, les 4 conseillers pédagogiques. On avait une petite fébrilité ce matin parce qu'on se renvoyait la balle dans l'animation, mais aussi techniquement parlant. Ça a amené quelques flottements. On vous remercie de votre patience pour ça. Mais j'ai envie de vous dire certainement qu'avec l'utilisation, vous allez devenir plus confortable même que nous à force de l'utiliser. C'est vraiment une question de pratique. En Geneviève, je te fais un petit clin d'œil à ce sujet. Oui? Ça me fait penser que j'avais une note, puis je ne l'ai pas dit, fait que je vais vous la dire maintenant. Oui. Le premier cours ne sera pas parfait, hein, fait que venez vous pratiquer avant, puis n'ayez pas des attentes de perfection dès votre premier cours, puis je voulais vous inviter à être bienveillant envers vous-même. Si jamais il y a des choses qui ne se passent pas bien à la suite du premier cours, vous allez juste vous améliorer après. Là, vous avez vu, là, c'est pas tout le monde qui est super à l'aise avec le partage de temps. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup de choses en même temps. Là. Je pense que vous l'avez vu. Mais c'est ça, bref, on a toutes des choses avec lesquelles on est moins à l'aise. Puis, plus vous allez vous pratiquer, mieux ça va aller. Puis, on est disponible aussi, là, si jamais vous voulez vous pratiquer et que vous n'avez pas de collègues disponibles, nous, les CP, là, on peut être à distance avec vous là, pour vous dire si on voit bien puis tout ça. Là. Fait que j'avais oublié de vous le mentionner tout à l'heure. Merci Geneviève. Écoutez, on a prévu une période de partage de pratique à 11h10. Partage de pratique sur le sujet du co-modal, mais j'ai bien envie de l'ouvrir à tout autre sujet pédagogique que vous aimeriez aborder. Hein, mes chers co-animateurs, êtes-vous d'accord avec ça? Étant donné que là, les questions sur le co-modal ne surgissent pas tant que ça, peut-être pas non plus tout le monde qui l'a assez testé pour pouvoir avoir des questions. Alors, ouvrons-le à toute question d'ordre pédagogique à 11h10. Je pense que je vais passer à la conclusion à ce moment-ci pour ce qui est de notre rencontre actuelle.
Merci de votre participation. Encore une fois, on est bien conscient que c'est un début de trimestre très particulier. Si vous avez choisi d'être là ce matin, c'est parce que vous voulez vous donner des ressources pour vivre la plus belle expérience possible ce trimestre et aussi pour vos étudiants, pour qu'ils puissent apprendre et réussir malgré toute l'adaptation dont chacun doit faire preuve. Alors, bravo de vous être donné cet espace-là. Celui pour échanger qu'on vous propose plus tard, c'est une occasion aujourd'hui, mais ça va revenir aussi la semaine prochaine. À la fin de chaque formation qu'on offre là, en janvier, il va y avoir un partage de pratique. J'ai mis dans le clavardage un lien vers un formulaire d'évaluation ou d'appréciation de la rencontre d'aujourd'hui. Je vous invite à aller le remplir dès que possible. Il y a une question ouverte à la fin aussi sur vos besoins de formation. C'est super important pour nous d'avoir vos idées pour les contenus, pour ce qu'on propose, mais aussi pour la forme. Aujourd'hui, on a opté pour un atelier avec un mode assez, disons, traditionnel, magistral, avec quelques démonstrations et des périodes de questions, peu d'expérimentation en soi ou de simulation, mais c'est ce qu'on préférait pour laisser de la place au partage de pratique après, où là, on peut aller plus loin là, dans les tests qu'on peut faire. Donc, est-ce que ça vous convient? On s'est adapté en fait à des commentaires qu'on a eus précédemment le trimestre dernier. Certains nous disaient qu'il y avait parfois trop d'interactions pendant la formation puis qu'on perd le fil. Donc, on essaie différentes choses comme ça pour essayer de répondre aux besoins de la majorité. Là, on aimerait savoir si ça vous convient. On est toujours en train d'essayer de s'améliorer. Voilà, donc on attend vos commentaires. On vous remercie et on vous dit à 11h10 avec le même lien Zoom pour le partage de pratique. Et moi, j'ai une petite question de technique juste avant de partir. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin qu'on reste dans le local? Marcel et moi, avez-vous des choses à nous faire pour tester ou on peut quitter pour aller dans nos bureaux respectifs? Nos bureaux respectifs. Et dans le même? On est tous les deux dans le même local. Mais on n'a pas le même bureau physique, c'est ce que je veux dire. Bref, y a-t-il quelqu'un qui a besoin qu'on reste dans le... Ça va? Merci. Jérôme, merci.